Ah, il Donc, faut y aller? il faut y aller. On commence. Voilà. Bonjour à tout le monde. Pour ces cinquièmes grandes rounds, de plus en plus de succès. La dernière fois, il y avait plus de 200 connexions. Là, il y a près de 300 inscrits. J'espère qu'on va rapidement atteindre le nombre de tous les inscrits que je vois monter assez vite. C'est bien. Alors, un grand round consacré aux adénomes et aux adénomatoses, c'est vraiment un chapitre essentiel de la chirurgie hépatique. Et je dois dire que les choses ont beaucoup changé ces 10 dernières années, sous la houlette d'ailleurs de l'équipe de Bordeaux. Mais je dois avouer que ça reste quand même très difficile. Les indications opératoires restent difficiles à cerner. Ça peut même parfois être un vrai casse-tête, nous dit l'équipe de Bordeaux. Voilà, j'espère qu'on aura ce soir les idées très claires. Merci à Laurence Chiche, merci à Daniel Cherki et à Jean Arvixen de venir commenter cette observation qui va nous être présentée par Céline Julien, qui est chef de clinique assistante à Bordeaux. Merci Céline. Je vous laisse tout de suite la parole. Merci à tous. Mais bonjour. Donc, on va discuter des adénomes et de l'adénomatose à partir de 2 cas cliniques que je vais vous présenter au fur et à mesure. Vous pourrez intervenir et par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à la prise en charge. Alors, pour commencer, une petite introduction. Donc, avant la prise en charge des adénomes, c'était assez simple. Il y a eu une lésion hépatocytaire, un adénome ou une suspicion d'adénome, on allait directement à la chirurgie. Maintenant, le progrès des connaissances, notamment sur la classification histologique des adénomes hépatocellulaires, a rendu les choses un petit peu plus compliquées. Puis, on a différencié certains sous-types d'adénomes à risque, d'autres avec moins de risque. Donc, on se demande de plus en plus quels adénomes doit-on opérer et lesquels peut-on surveiller. Donc, on commence le premier cas. Donc, c'est une jeune dame de 19 ans, BMI 21, qui a pour seul antécédent un syndrome des ovaires polykystiques. Elle prend la pilule depuis 3 ans et elle se présente dans un hôpital périphérique avec cette imagerie. Son motif de consultation, c'est des douleurs abdominales essentiellement. Donc, je vous fais dérouler le scanner. J'espère passe bien. Donc, on a une lésion hépatique manifestement hémorragique au niveau du foie droit chez une patiente qui est relativement stable dans un hôpital périphérique qui va être directement transférée au centre universitaire le plus proche pour la prise en charge. Donc, tout d'abord, une première question. Vous avez cette lésion hépatique qui est assez volumineuse, qui fait environ 10 cm sur 10 au niveau du foie droit, avec un hémopéritoine chez une femme jeune sans antécédent. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Donc, si vous voulez répondre. Qui doit répondre? Daniel. Daniel, l'expert. Daniel, on t'écoute. Il n'y a pas besoin d'être un grand expert. Donc, je pense qu'il n'y a pas On commence doucement. Il n'y a pas de diagnostic différentiel. Je pense que c'est une femme jeune avec un hémopéritoine aigu sur une lésion hépatique. Je pense que la taille de la lésion hépatique est largement majorée par l'hématome. Et on voit au temps artériel une flaque de produit de contraste, un blush là au niveau de. Donc c'est un adénome rompu, avec sans doute un hématome intrahépatique secondairement rompu dans le péritoine. Donc adénome hémorragique. Donc, très bien. Un petit rappel sur les lésions hépatiques hémorragiques. Principalement, c'est le carcinome hépatocellulaire, l'adénome hépatocellulaire. Très rarement ont été décrits des métastases hypervascularisées qui peuvent saigner, comme des métastases de mélanome, de testicules, neuroendocrine, gystes, et quelques tumeurs primitives rarissimes, mais c'est des cas plutôt anecdotiques, l'angiomyolipome, l'angiosarcome.
Mais effectivement, les deux lésions à évoquer, c'est le carcinome hépatocellulaire et l'adénome hépatocellulaire. Le contexte de cette jeune femme et l'argument de fréquence vont nous faire penser effectivement à un adénome hémorragique. Donc l'adénome hémorragique, l'adénome hépatocellulaire, c'est une tumeur bénigne qui est rarissime, qui touche fréquemment la femme jeune, qui prend avec un terrain favorisé par la pilule œstroprogestative. Ça se manifeste donc soit des formes solitaires, un seul adénome qui peut avoir une taille qui peut varier de quelques millimètres à plusieurs dizaines de centimètres, ou des formes multiples qu'on détaillera plus tard avec l'adénomatose. Il peut y avoir un terrain favorisant qui sont les glycogénoses, les syndrome des ovaires polykystiques et les polyadénomatoses familiales. Il y a deux risques sur les adénomes hépatocellulaires que vous connaissez. C'est le risque de transformation maligne en carcinome hépatocellulaire et le risque de rupture hémorragique. Sur ces chiffres annoncés de fréquence, c'est des chiffres qui sont certainement surévalués puisque la majorité des séries de la littérature, c'est des séries chirurgicales. Donc, c'est des gens qu'on opère, donc c'est forcément un petit peu surestimé. Donc, l'adénome hémorragique estimé à 20 à 30% dans la littérature, toujours sur des séries chirurgicales. Trois principaux niveaux de sévérité selon un article de Diz. Une hémorragie qui peut être premièrement intratumorale, c'est le plus fréquent. Secondairement, intratumorale et intrahépatique avec donc la rupture de l'adénome dans le foie et un hématome intrahépatique qui va, comme vous l'avez dit, surestimer la taille de la lésion. Et enfin, le dernier stade, plus grave, c'est lorsque l'hématome se rompt en péritoine libre et donc responsable d'un hémopéritoine. Les facteurs de risque d'hémorragie décrits sont la taille et principalement la croissance de l'adénome et le sous-type histologique, qui serait donc plutôt le sous-type SH, Sonic Hedgehog, et les adénomes mutés pour bêta-caténine sur l'exon 7-8. Donc maintenant, on pense à un adénome. Quelle va être votre prise en charge pour l'instant pour cette lésion en urgence? Jean est là ? Non, j'en ai pas encore là. Donc, en fait, on a une femme qui est tachycarde, qui a cette lésion hémorragique. Donc, quelle est la prise en charge à recommander? Encore moi? Ben oui, parce que tu es seule. Non, mais Laurent, ça y est, je suis arrivé à me connecter. Vous m'entendez? Ah, ça y voilà, est. salut Jean. Bah alors, vas-y, mon ami. Tu es connecté depuis secondes longtemps. seulement. Bon, donc nous sommes avec ce scanner que tu peux faire repasser, Céline, s'il te plaît, éventuellement pour Jean. Une tumeur du foie qui saigne. C'est ça, une tumeur du foie qui saigne. Voilà, on te repasse rapidement le scanner. Merci beaucoup. Donc, il y a cette tumeur, un hémopéritoine, une patiente qui est assez stable finalement, tachycarde, simplement, une tension qui se maintient. Donc, Jean, qu'est-ce que tu préconises? Donc, si j'ai bien compris, c'est une jeune dame qui a 19 ans, qui a un hémopéritoine avec une tumeur hépatique qui a saigné. Juste une petite question, au moment où elle fait ce scanner, elle est comment sur le plan hémodynamique? Elle est bien, elle est stable? Elle est bien. Elle est stable, elle est tachycarde, stable, mais bien. Il y a une hémorragie à l'intérieur. Je me pose la question de l'emboliser, en sachant que peut-être il n'y a pas une urgence immédiate à le faire. Elle est hospitalisée dans un service où j'imagine il y a de la radio interventionnelle facile à toute heure du jour et de la nuit. Soit je la garde en observation, soit je l'embolise directement, mais j'aurais plutôt tendance à l'emboliser vu que ce que je vois. Daniel, toi, tu te poses la question aussi? Non, je ne me pose pas la question, je l'embolise tout de suite. Pourquoi? Parce que il y a un important hématome, il y a un important hémopéritoine. Vous n'avez pas donné son hémoglobine. Et surtout, quand on repasse le scanner, il y a plusieurs bloches. Hein. Donc, il y a un saignement artériel actif. Absolument, c'est ça. Elle a une fuite de produits actifs.
Et donc, il faut l'emboliser en urgence. Voilà. Selon moi, il faut l'emboliser en urgence. Exactement. Donc, sur le chat, les participants sont pour l'embolisation immédiate. C'est ça. En fait, la prise en charge d'un adénome hémorragique après stabilisation hémodynamique, enfin, en tout cas chez un patient stabilisé, c'est l'angioscanner en urgence. Et devant la présence d'une fuite active, bien sûr, on va à l'embolisation en urgence, donc plutôt sélective hein, si c'est possible, emboliser uniquement la lésion. En l'absence de fuite active, ça reste une surveillance en milieu hospitalier. Donc là, c'est ce qui s'est passé pour cette patiente. Elle a été embolisée de manière sélective avec des microbilles et de la colle et elle est sortie à J10. Maintenant, la question, ça va être la suite de la prise en charge. Qu'est-ce qu'on va faire chez cette jeune patiente qui a eu une grosse lésion hépatique, qu'on suspecte d'être un adénome, qui a saigné, que l'on a embolisé? Donc, est-ce qu'on attend? Si on attend, combien de temps on attend? Et est-ce qu'on a un projet d'intervention chirurgicale? Oui, non, systématique ou pas? Jean? Alors, elle va bien, ça s'est arrêté de saigner. La question, c'est est-ce qu'il reste encore de la tumeur active à l'intérieur? L'importance de l'hématome plus l'embolisation, il est tout à fait possible qu'il n'y ait plus de tumeur à l'intérieur. Donc, moi, personnellement, je ne me précipiterai pas, comme il ne t'attendre refaire un scanner, une IRM à 2 mois. Et s'il y a une lésion encore visible, vivante à l'intérieur, vascularisée, donc peut-être la biopsie à ce moment-là, pour savoir si effectivement il y aura une indication à proposer une intervention chirurgicale, si oui, laquelle. Ce serait surtout par rapport à un risque éventuel de dégénérescence et ou un risque de nouvelle hémorragie, une hémorragie récidivée. Donc, en conclusion, tu refais J'attends un peu, je vérifie si l'embolisation plus l'hématome spontané ont laissé une part de tumeur vascularisée encore ou pas. À 2 mois. À peu près à 2 mois, 1 mois. Daniel? Ouais, donc, effectivement, là, ce qu'on voit, c'est essentiellement un hématome. Alors, je pense que c'est un temps vasculaire, donc on a l'impression qu'il y a une zone vascularisée au sein de cet hématome. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a aucune idée de la taille de la tumeur. Les adénomes qui saignent sont souvent des adénomes de grande taille, mais ils peuvent avoir effectivement été complètement détruits. Et le risque de récidive est faible dans la littérature. Alors, il y a des équipes qui ont surveillé ces malades jusqu'au point même de certains. Classiquement, on les opère. Moi, je dirais que c'est plutôt autour de 6 mois. C'est vrai qu'on est toujours embêté par le risque de récidive, mais le risque de récidive dans la littérature est en tout cas très faible. Et il faut voir ce qui reste à 6 mois. Et en sachant qu'on a tendance à faire une imagerie régulière, hein, quand même, pour vérifier que ça se passe bien. Et classiquement, c'est chirurgie de la lésion résiduelle. Mais je pense que si la lésion résiduelle est toute petite, voire inexistante, il n'est pas exclu de. Ouais, mais classiquement, on les a toujours tous opérés. Mais depuis quelques années, il y a des patientes qu'on n'a pas opérées, qui sont restées avec des cicatrices de 1 à 2 cm, qui ont, voilà, la tumeur ayant été détruite par l'hémorragie. Voilà, c'est exactement la discussion qu'on veut justement mener. Vas-y. Oui, donc en fait, effectivement, attendre, c'est consensuel, on est tous d'accord avec ça. Combien de temps, c'est là où on va commencer à discuter. L'idée, c'est bien sûr d'attendre la résorption optimale de l'hématome afin de juger la taille de la lésion, comme vous l'avez dit. Et est-ce qu'on fait une intervention chirurgicale systématique pour tout adénome qui c'est compliqué? Ben ça, c'est à l'heure actuelle, c'est remis en question. Donc, est-ce que l'on doit opérer secondairement un adénome hémorragique? Certains disent non. Pourquoi? Parce que l'embolisation, notamment, va entraîner une diminution, voire une disparition de la lésion. Notamment, donc, il y a une série française de Beaujon qui décrit une diminution de taille et surtout que 40%, a posteriori, 40% des résections auraient pu être évitées. Après analyse des pièces, on se rend compte que la majorité des lésions étaient complètement nécrosées après l'embolisation. Les facteurs prédictifs de nécrose complète, c'était le fait que la lésion ait été embolisée, le ratio taille-hématome et les tailles de la lésion, ou à l'imagerie, une lésion complètement kystique sans plus de tissu vivace.
Il proposait dans cette étude de ne proposer une résection uniquement chez les femmes s'il restait une lésion viable de plus de 5 cm, si cette lésion progressait ou s'il y avait une anomalie particulière à l'imagerie. Certaines équipes pensent au contraire qu'il faut opérer systématiquement tout adénome qui s'est compliqué d'hémorragie. Pourquoi? Parce que d'une part, en imagerie, c'est toujours assez difficile d'estimer, de caractériser le sous-type de l'adénome et de surveiller la lésion, parce que nos radiologues, même en IRM, ont du mal, une fois qu'il y a des remaniements nécrotico-hémorragiques, à décrire quel type d'adénome c'est, à le différencier d'un carcinome hépatocellulaire, et du coup, forcément, à suivre cette lésion. Il y a un risque de récidive qui est possible, même s'il est peu fréquent, il reste possible. Souvent, on parle de femmes jeunes qui ont un désir de grossesse, donc avec un risque de reprogression de la lésion s'il restait une lésion résiduelle. Et toujours le fait qu'on ne sait pas exactement ce qu'on laisse. On pense avoir laissé un adénome, mais maintenant qu'il est remanié, qu'il y a des remaniements à l'imagerie, on ne saura jamais si c'était simplement un adénome ou une tumeur qui peut se dégénérer. Donc, on ne sait pas quel adénome on surveille. Donc, pour rappel sur la classification des adénomes, plusieurs sous-types caractérisés par des mutations et corrélés à un risque plus ou moins important de transformation ou d'hémorragie. Les adénomes à risque de transformation maligne, c'est les adénomes qui sont mutés sur le gène de la bêta-caténine au niveau de l'exome 3, qui ont un risque avéré de malignité. En revanche, les adénomes mutés sur l'exome 7-8, les adénomes Sonic Hedgehog, eux, ont plutôt un risque d'hémorragie. Les adénomes HNF1, les adénomes inflammatoires purs, ont moins de risques au final dans la littérature. Les recommandations actuelles sont basées uniquement sur le risque de transformation maligne, c'est-à-dire qu'on va enlever de façon préemptive les adénomes chez les hommes, systématiquement, les adénomes mutés pour le gène de la bine et les adénomes de plus de 5 cm, parce qu'on a mis ce cut-off arbitraire sur le risque de transformation à partir de 5 cm. Sur notre expérience, concernant le risque hémorragique, la taille ne suffit pas. Donc, sur le schéma, vous avez tous les sous-types à gauche. En abscisse, la taille de l'adénome. Les points rouges, ce sont tous les adénomes qui ont saigné avec un retentissement clinique, donc qui ont nécessité une prise en charge en soins continus ou une prise en charge en urgence, en extrême urgence. Et on se rend compte que même en dessous de 5 cm, il y avait des lésions qui ont été responsables d'hémorragie grave. Donc, on a réévalué cette patiente, pour en revenir à notre cas, on a réévalué cette patiente dans un premier temps à 5 semaines. La patiente est asymptomatique, elle a une biologie qui est strictement normale, 12,4 d'hémoglobine, et au scanner, on a une lésion qui a diminué en taille de façon globale de 30%, qui est maintenant estimée à 8 par 7 cm. Donc pareil, la lésion est un peu surestimée par l'hématome résiduel. On l'a réévaluée par la suite à 3 mois, donc à 3 mois du saignement. Là, sur le plan biologique, on est toujours une biologie strictement normale, pas d'anémie. Les marqueurs tumoraux antidosés sont normaux. La patiente se plaint de fatigue résiduelle et elle est un petit peu inconfortable. Et je vous ai remis l'IRM qui retrouve toujours cette lésion au niveau du dôme. Donc, réévaluation à 3 mois. Le radiologue nous décrit une stabilité du volume lésionnel par rapport à l'IRM fait à 5 semaines du saignement, avec une prise de contraste artériel faisant évoquer la persistance d'un possible résidu adénomateux mesuré à 27 mm, non caractérisable. Donc là, la question maintenant, c'est que faites-vous avec cette réévaluation à 3 mois? Voilà, on y est là. Daniel, c'est ce que tu disais, voilà. Nous avons un gros hématome quand même qui a mis quand même du temps à se résorber, mais qui est encore présent. Et puis, à l'intérieur de cet hématome, une zone qui prend un peu le contraste. Bon, ça reste un possible résidu adénomateux. Il est petit, il nous fait moins de 5 cm, même beaucoup, moins 27 mm. Donc, voilà, que faites-vous, vous Daniel, puisque tu avais évoqué le problème? Donc, je vois que dans la discussion, on propose des biopsies.
Moi, ce que je ferais, c'est que je reste patient. Je pense qu'il reste une grande partie d'hématome. C'est extrêmement long, la résorption d'un hématome comme ça. Et effectivement, on voit une zone qu'on devinait déjà auparavant, résiduelle, qui est de petite taille. Il est probable que l'adénome était plus gros quand il a saigné, puisque, enfin, c'est pas totalement arbitraire, les 5 cm. Hein. C'est basé sur des travaux qui montrent. Alors, peut-être que le cut-off exact est pas arbitraire. En tout cas, la taille, plus ils sont gros, plus ils risquent de saigner. 27 mm, c'est la lésion résiduelle. Le reste, pour moi, reste de l'hématome. Parce que là, si on veut enlever cette chose-là, c'est une hépatectomie droite. Peut-être que ça se terminera comme ça, hein, je ne dis pas le contraire, mais pour le moment, moi, je ne vois pas d'indication opératoire. Jean? Alors, autant que je me souvienne, est-ce qu'il y a des personnes dans vos séries, vous avez trouvé des personnes de 19 ans qui avaient des lésions tumorales malignes? Parce qu'il me semble que la survenue est d'un âge un peu plus vieux. Bon, ça n'élimine pas les problèmes au cas par cas, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de cas de personnes jeunes qui aient eu des adénomes qui soient déjà transformés à cet âge-là. La deuxième chose, c'est effectivement deux choses. C'est le risque de renseignement si il y a une partie encore active, et le deuxième, si une personne de 19 ans, c'est son risque éventuel d'avoir une grossesse, et ou quid de cette fameuse grossesse dans les traces. Moi, personnellement, s'il n'y a pas d'urgence, à la fois un désir de grossesse imminent, et il n'y a visiblement pas de risque de cancérisation, autant que je me souvienne à cet âge-là, très important, j'attendrai, et surtout, s'il y a la moindre partie qui apparaît comme étant vascularisée dans le temps, la biopsier, pour essayer de savoir si c'est un adénome persistant qui est de type SH. Pour le coup, là, il faudra l'enlever, le traiter, on pourra sûrement en discuter de la manière de traiter pour éviter qu'il ressaigne. Et si éventuellement il y avait une mutation de la bêta-caténine, à ce moment être très très prévoyant et probablement proposer assez facilement une intervention, en sachant que, bien entendu, il y a des adénomes qui ne sont pas bêta-caténine et qui dégénèrent dans le temps. Mais on a le temps de voir. Donc là, à 3 mois de réévaluation, moi j'attendrai, je referai un examen en essayant de dépister une partie encore vascularisée pour essayer de la biopsier. Bon, donc il y a un petit peu un consensus. Je vois aussi dans la conversation des gens qui sont connectés, c'est poursuite de la surveillance, surveiller encore, abstention chirurgicale. Bon, bah ça, c'est formidable parce qu'on n'a pas fait ça. Donc, nous, on a décidé d'opérer cette dame parce qu'elle était jeune, parce qu'elle était symptomatique, elle était fatiguée, elle décrivait des sensations d'inconfort. Il s'agissait d'une lésion unique, que la surveillance en imagerie, nous, on l'estimait difficile parce que résidus adénomateux, possiblement, difficilement caractérisables d'après le radiologue. Les radiologues, c'est radiologues d'un centre expert qui ont l'habitude des RCP tumeurs bénignes, donc on leur font quand même confiance. Et qu'on n'avait pas de sous-type histologique. En tout cas, nos radiologues n'étaient pas capables de nous donner un sous-type histologique pour cette patiente. Donc, on avait un risque de transformation maligne non évaluable. Donc, on a décidé on peut peut-être dire, c'est vrai ce que tu dis, hein, de Jean, c'est vrai que le carcinome hépatocellulaire chez la jeune fille de 19 ans, on est dans l'exception, mais ça n'est pas impossible. D'accord. Voilà, on a des carcinomes hépatocellulaires. Bon, il y a les fibromalamélaires, c'est peut-être plus fréquent chez le très jeune, mais on a des carcinomes hépatocellulaires chez des jeunes. Donc là, je n'ai pas un argument vraiment recevable. Laurence, un carcinome hépatocellulaire qui survient comme transformation d'un adénome, pas sur votre... Pas uniquement. Les deux se voient. Vas-y. Je voudrais revenir juste sur un point. Je suis d'accord. J'ai dit que je ne vois pas d'indication opératoire actuelle, ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Pour Absolument. moi, j'aurais attendu. Hein. Je n'ai pas dit qu'elle serait jamais. Alors, juste. Voilà, c'est tout. C'était pour essayer de réduire la chose, mais je comprends je comprends l'attitude. Oui, il y a deux choses. C'est comme tu l'as dit, c'est tout à fait vrai que les hématomes, ils mettent du temps à se résorber. Parfois, les hématomes sous-capsulaires se résorbent plus facilement, mais les hématomes avec une espèce de coque. Ouais. Comment ? Les hématomes centro-hépatiques. Ouais. Voilà, et quand ils ont une coque, ils mettent, mais alors là, vraiment, vraiment beaucoup de temps à se résorber. Et il faut gérer ça avec des patientes aussi, souvent avec les tumeurs bénignes comme ça, elles sont hyper inquiètes. Et
Le symptôme n'est pas facile à vraiment, comment dire, interpréter. Elles se plaignent de fatigue, de choses, etc. Bref. Laurence? Oui. Oui, juste une question. Vous aviez peut-être l'arrière-pensée que ce n'était pas un adénome, mais un CHI depuis le début. Vas-y, on va continuer le cas. Non, on n'y pensait pas du tout. On n'y pensait pas, hein, c'est pas pour ça. Ouais. Donc, en fait, donc, quel geste on peut proposer à cette dame, du coup, même si tout le monde était parti pour la surveiller, quel geste lui proposer? Alors, tu avais dit, Daniel, que c'était une hépatectomie droite que tu ferais? Non, j'ai vu l'image assez furtivement, hein, pour être très exact. En fait, on est dans le segment 8. Segment 8. C'est une lésion très haut située. Ouais, faudrait voir. Là, pour le type d'opération, j'aurais besoin de voir. Je passerai un certain temps sur l'imagerie avant de dire. J'avais l'impression qu'il y avait une lésion bien qui sûr. vient de Je vois dans les discussions une question importante quand même. Pourquoi ne pas avoir proposé une biopsie du résidu? C'est vrai, c'est légitime, sachant qu'une biopsie dans une lésion hémorragique n'est pas facile du tout. Elle a des chances d'être négative avec de la nécrose et puis aller directement, on en avait discuté, dans le résidu hypervascularisé. Vous avez vu, hein, le radiologue, c'est un possible résidu hypervascularisé. C'était plus une prise de contraste au sein de l'hématome. Ça n'est pas facile et ça n'est pas non plus totalement anodin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on a en tête, hein, si on a en tête une dégénérescence, eh ben, on peut taper à côté. Voilà. Donc, on n'a pas voulu, nous, faire de biopsie et on est allé directement à la chirurgie, comme vous le voyez. Juste un commentaire. Ouais. Pardon, vas-y, Daniel, vas-y. Non, juste un commentaire sur ce qu'on cherche surtout, c'est plus que la dégénérescence, c'est le typage moléculaire. Hein. Oui. On fait des biopsies de ces oui, mais le typage sur une lésion, enfin, le typage sur une lésion remaniée est extrêmement difficile. D'accord, non, mais simplement pour dire que effectivement, d'abord, les biopsies il y a un échantillonnage, donc il peut y avoir une tumeur. D'ailleurs, il y a des mélanges parfois de CHC et d'adénome, mais que le typage moléculaire, en dehors de ce cas particulier, c'est ce qu'on cherche dans les biopsies. Absolument, tu as tout à fait raison. Et en fait, vous voyez, surprise, parce qu'on a été surpris. Oui, donc nous, on ne pensait pas du tout à une lésion maligne, hein, initialement. On l'a réséqué en pensant à un adénome. On lui a fait une segmentectomie 8 pour un adénome, donc en passant au ras de la lésion. Pas loin. Et sur le segment 8, il y a un nodule vivace de carcinome hépatocellulaire moyennement différencié de 3 cm, sous-capsulaire, au contact de la zone de nécrose tumorale encapsulée de 6 cm. Il y a des micro-emboles vasculaires tumoraux. Donc, il y a de l'hématome infiltré de plages tumorales, nécrosées en regard de la tumeur. La résection du CHC est complète avec des marges de 18 mm. Au contact du CHC, il y a une lésion évoquant un adénome muté bêta-caténine pour lequel la limite de résection passe en zone adénomateuse. Et le foie à distance est normal. Donc, pour la suite de la prise en charge de cette patiente, on avait discuté de son dossier en RCP tumeur bénigne. Elle a été inclue dans un essai d'immunothérapie en adjuvant et elle est actuellement surveillée de façon très rapprochée. À l'heure actuelle, on n'a pas de récidive. Est-ce que vous voulez commenter, Daniel ou Jean ? Le commentaire, c'est qu'on se fait toujours aveugler chez une personne jeune en disant que c'est un adénome quand c'est une tumeur qui saigne. On oublie que le CHI peut saigner aussi. La première chose, c'est là. La deuxième chose, c'est que quand même, il a plusieurs fois été rapporté qu'entre un CHI très, très différencié et un adénome, parfois, c'est extrêmement difficile de faire la différence. Et depuis tout à l'heure que je vois ce cas qui est extraordinaire au sens que on doit tirer vos leçons, j'essaie justement de savoir quelle est la leçon qu'on peut tirer finalement de vos observations, parce que à l'issue de ça, et maintenant qu'on connaît ce cas, ça voudrait dire que tous les adénomes qui ont saigné, il faudrait les opérer, non? C'est-à-dire qu'en fait, Daniel l'a parfaitement dit, avant, la règle était on enlève les adénomes qui ont saigné. Oui. Je pense que tu as repris la série
de Beaujon, effectivement, en 2018, où il remettait en cause cette règle. Moi, je pense que cette règle, elle peut être un petit peu dangereuse. Tu vas peut-être continuer. Voilà. C'est qu'en fait, l'embolisation ne traite pas la dégénérescence. Alors, on peut effectivement détruire le résidu, mais il faut le biopsier aussi. Il faut être sûr. Après, quand on a 19 ans, il faut aussi penser à la façon dont on va surveiller cette jeune femme à distance. Si on détruit sans savoir ce que c'est, moi, je ne sais pas comment la surveiller. Après, il est évident que là, on avait une résection qui n'était pas majeure. Si on a le même qui est un petit résidu de 2 cm en plein foie droit, très probablement, on posera la question de faire une destruction par radiofréquence, etc. Mais le laisser en place, le surveiller très longtemps, je trouve que c'est très inconfortable chez ces jeunes femmes qui ont aussi, comme on l'a dit, une vie, voilà, elle peut avoir des enfants, etc. Donc, c'est un petit peu ce qu'on voulait mettre comme message, c'est qu'effectivement, l'embolisation artérielle, il faut la faire quand il y a une fuite active ou quand le patient a un retentissement hémodynamique. Je vois dans les questions, si elle avait été en état de choc, c'est vrai que là, on est dans l'exception de la laparotomie, de la laparotomie, mais là, c'est quand même très exceptionnel en matière d'adénome, et qu'il ne faut pas oublier que c'est inconfortable quand on n'a pas de diagnostic histologique, parce que cette biopsie du résidu, dont on parle beaucoup, elle pose des problèmes pour les anatomopathologistes. Et c'est relativement difficile, pour en suivre beaucoup, des adénomes et des tumeurs bénignes chez la femme. C'est psychologiquement très difficile de demander une surveillance comme ça tous les 6 mois, tous les ans chez ces jeunes femmes. Donc, en fait, je pense qu'aujourd'hui, la résection hépatique, c'est quand même dans des centres experts une chirurgie qui est plutôt safe, qui est plutôt avec le maximum de sécurité. Et je pense que ça résout beaucoup d'interrogations et beaucoup de problèmes pour l'avenir, sachant que chez notre jeune femme, on s'est posé la question, étant donné qu'on avait été bien sur le résidu CHC, mais pas bien sur l'adénome, puisqu'on était au ras de l'adénome. Hein, c'est un problème aussi. Est-ce qu'il fallait faire une résection type carcinologique chez cette jeune femme, puisque finalement, c'est un petit peu ce qu'on craignait, la dégénérescence. On voit sur l'anatomopathologie, on y a beaucoup réfléchi, qu'il y avait des embolies vasculaires. La décision a été de ne pas faire une hépatectomie droite de sécurité, mais plutôt de la surveiller de façon très proche et de la mettre dans cet essai d'immunothérapie. C'est contestable, on pouvait, je ne sais pas ce que vous en pensez, décider de la reprendre et de faire une hépatectomie plus large. Je vais juste revenir un petit peu. Je pense que moi, ce que j'aurais fait de différent, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'aurais surveillé sans doute un peu plus longtemps. Mais manifestement, vous avez raison, puisque c'est un cancer. Donc, je ne sais pas si vous en avez beaucoup comme ça, hein. Mais cela dit, le carcinome hépatocellulaire, effectivement, est une tumeur qui saigne. Alors, c'est une femme jeune qui… Alors, le syndrome des ovaires polykystiques a quelque chose à voir avec cette dégénérescence ou pas du tout? C'est une question que je vous pose. Non, on verra que c'est assez lié quand même à des adénomatoses. Hein. Oui. Et donc, je l'aurais surveillé et je pense que si on l'opère, l'épargne parenchymateuse était… Je ne sais pas, c'est pas certain que c'est ce que j'aurais fait, mais encore une fois, on n'a pas eu le temps de voir l'imagerie complètement. Enfin, il y a des emboles vasculaires, c'est effectivement… c'est une tumeur relativement sérieuse quand même. Hein. Oui, on va dire que c'est relativement sérieux. On a peut-être eu tort de ne pas faire d'hépatectomie droite. C'est possible. C'est possible. Et si on avait attendu un petit peu plus, est-ce qu'on aurait fait différemment? Voilà. Je crois que l'attente, il faut savoir ce qu'on attend de cette surveillance. La résorption de l'hématome. Encore une fois, la résorption de l'hématome. Pour enlever la lésion résiduelle elle-même. Mais encore une fois,
elle est très claire dans les hématomes sous-capsulaires. Je trouve qu'elle est moins claire dans les gros hématomes avec la coque. Je vois Laurence, que… Oui. oui, j'avais un commentaire. Moi, on aurait fait, je pense, comme Daniel, c'est-à-dire qu'on aurait attendu 3 mois de plus à 6 mois. Est-ce que tu penses que, on sait que la résorption est plus lente, hein, elle n'est quand même pas négligeable, même quand c'est centro-hépatique, mais ça t'aurait permis probablement d'avoir une résection R0. Parce que là, tu as fait une segmentectomie 8 qui a enlevé l'hématome plus l'adénome, passé au ras de l'adénome. La résorption d'hématome, même de 20%, t'aurait permis sans doute de faire une résection de meilleure qualité. Je ne sais pas, non, c'est… Fabrice, on a attendu, en fait, très clairement, on aurait pu, oui, tout à fait, attendre 3 mois de plus, ce n'est pas le problème. Mais c'était un petit peu un deal avec son chirurgien. Voilà, elle était quand même fatiguée, elle n'avait pas repris son travail. Voilà, c'était un petit peu pour sortir d'un marasme à la fois probablement plus psychologique que organique. Voilà. Mais il y a Alors, je vois comme tu l'as très bien dit, c'est des situations individuelles à chaque fois. Hein. Si on parle d'adénome, c'est jamais simple chez une femme jeune d'avoir une situation aussi sévère, telle qu'un hémopéritoine, une embolisation, une prise en charge, comme ça complexe, et effectivement, et ça intervient dans l'indication. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Juste une petite question là. L'assertion, l'embolisation ne traite pas la dégénérescence. Il y a quand même eu des malades, alors peut-être la tumeur elle était plus grosse au départ, qui ont des chimio-embolisations et sur les pièces de transplantation notamment, on trouve qu'il n'y a plus de tumeur active. Donc ça peut quand même avoir un effet de tout détruire. Moi je reviens à la série de Beaujon où effectivement on dit que c'est des hépatectomies inutiles parce que tout est nécrosé. Après il faut suivre les malades, effectivement. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que concernant le suivi, cette dame, maintenant, elle va être suivie nécessairement. Que lui conseillez-vous par rapport à la grossesse plus tard, la reculer, la faire dans quelques temps, ça c'est la première chose. Et concernant la prise d'œstroprogestatif, en considérant que c'est peut-être pas un adénome, mais un CHE qui est de nouveau sur un foie lambda, est-ce que vous lui interdisez la pilule œstroprogestative? Ah oui. Alors, c'est une bonne question. C'est toujours des situations qui sont très inconfortables. Là, on n'est pas dans l'adénome, dans le carcinome hépatocellulaire, donc je pense qu'on lui déconseillerait fortement une grossesse immédiatement parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer. Elle aura peut-être une récidive, hein, cette jeune femme, peut-être dans son foie droit, peut-être à gauche, je ne sais pas. Donc, très clairement, pas de grossesse actuellement et normalement, pas de… Alors, c'est ça le problème, c'est que effectivement, la recommandation, c'est de ne pas mettre de contraceptif œstroprogestatif. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien si les œstroprogestatifs faiblement dosés, si les progestatifs seuls, si les stérilés, etc. Donc, je crois que là, il y a une discussion à avoir avec cette jeune femme pour avoir un moyen contraceptif qui serait je dirais, exempt d'œstrogène. Maintenant, il vaut mieux probablement des œstroprogestatifs très faiblement dosés à une grossesse. Très bien. Je vous propose qu'on avance. Il y a un autre cas clinique, je peux comprendre. Oui, oui, on va passer. Je regarde juste les commentaires des gens qui sont effectivement intéressants. Donc, Fabrice, tu as répondu à la question de l'essai qui est un essai de phase 2. Et puis, oui, c'est tout à fait d'accord, l'adénome et le syndrome des ovaires polykystiques qui s'associe à une hyperandrogénie peut favoriser la survenue d'adénome et d'adénomatose, on en reparlera. Voilà. Je n'ai pas d'autres questions. On va passer au deuxième cas clinique. Donc, deuxième cas clinique, toujours une femme jeune, 21 ans, BMI 20, pas d'antécédents, une pilule depuis 4 ans. Et sur un scanner pour une suspicion d'appendicite, on lui découvre en mars 2016 plusieurs lésions nodulaires hépatiques. Je vous ai mis une première image ici. Vous voyez plusieurs, foie droit, foie gauche, plusieurs tailles, qui n'ont pas tout à fait toutes le même aspect. Cette patiente, elle a eu une IRM faite en ville. Le compte rendu de l'IRM, c'était lésion nodulaire hépatique dont il est difficile de trancher entre hyperplasie nodulaire et focale et adénome.
Donc là, la première question, c'est que faire dans ces cas-là où on a un diagnostic un petit peu incertain sur notre compte-rendu d'IRM. Jean? Alors, situation somme toute pas inhabituelle. Première chose, il faut être sûr que le radiologue qui ait lu ces images ait une grosse expérience. La deuxième chose, moi je vérifie que sur le bilan biologique hépatique, il n'y a pas d'hépatopathie sous-jacente méconnue. C'est la deuxième chose. La troisième chose, puisqu'il y a eu du gadolinium, je referai une IRM avec, je proposerai une IRM avec un produit hépatospécifique type multi-ans. Ok. Parfait. Tout à fait d'accord. Donc, devant une tumeur primitive du foie, suspicion d'adénome hépatocellulaire, effectivement, dans un premier temps, il faut demander une IRM multi-ans couplée éventuellement à une échographie de contraste, le tout relu par un radiologue un petit peu spécialisé dans l'imagerie hépatique pour faire d'une part le diagnostic différentiel entre adénome, HNF et carcinome hépatocellulaire, mais aussi apporter peut-être une information sur le sous-type histologique, puisqu'on sait maintenant que l'IRM multi-ans permet de différencier avec des bonnes sensibilités, spécificités, certains sous-types d'adénome. Si ces examens ne sont pas concluants, là, alors, on peut proposer une biopsie. Donc, pour rappel, l'IRM multi-ans, c'est une IRM avec un produit hépatospécifique, qui est un produit à excrétion biliaire et qui va permettre de différencier les HNF, les adénomes et les carcinomes hépatocellulaires. L'HNF, c'est du foie, donc ça va capter le produit. L'adénome hépatocellulaire, c'est des hépatocytes qui ne sont pas fonctionnels, donc ils ne capteront pas le produit. Petit rappel sur la littérature, l'IRM multi-ans permet de diagnostiquer une HNF avec une sensibilité proche de 97%, quasiment 100% de spécificité. Le sous-type HNF1, 88% de sensibilité, 100% de spécificité. Et le sous-type inflammatoire, quasiment les mêmes chiffres, 94%. Donc, cette patiente, 8 mois plus tard, donc pour l'instant, elle est prise en charge hors centre en ville. Donc, 8 mois plus tard, elle a une échographie de contraste qui ne permet pas de trancher car les lésions sont trop volumineuses. L'échographie de contraste n'est pas un bon examen pour des lésions qui font plus de 5 cm. L'IRM réalisé évoque toujours un doute entre HNF et adénome. Mais on constate qu'en 8 mois, les lésions, enfin les deux plus grosses lésions, ont un petit peu augmenté en taille. La lésion du 7 est passée de 35 à 49 mm et la lésion du 3 est passée de 47 à 53 mm. Donc, hors centre, le gastro-entérologue qui suit la malade a décidé de poursuivre cette surveillance. 2 ans plus tard, la patiente rencontre pour la première fois un chirurgien. Elle a un désir de grossesse. Elle est asymptomatique, hormis à l'effort où elle ressent quand même une gêne, des cris, des hépatalgies, des douleurs abdominales un peu non systématisées. Et les lésions qui, sur les différents IRM réalisés en ville, sont décrites comme étant globalement stables. Si on regarde par rapport à l'IRM initial, finalement, grossissent tranquillement. Donc, la lésion du 7 mesure maintenant 57 mm. Elle a pris 2 cm en 2 ans. Et la lésion du 3 mesure quasiment 6 cm. Elle a pris 12 mm en 2 ans. Donc, je vous ai mis les différents comptes rendus de consultation. Donc, le radiologue, comme je vous ai écrit, décrit une globale stabilité en taille des différents nodules d'HNF. Cette fois-ci, il a tendance à se mouiller un peu plus, avec quand même une légère augmentation en taille des nodules du 3 et du 7. Le chirurgien, lui, trouve que les lésions ont franchement augmenté en taille et trouve que la lésion du foie gauche, notamment, est un petit peu atypique et évoque le diagnostic d'adénomatose avec peut-être des lésions d'HNF associées. Donc, j'ai fait un petit point sur l'adénomatose. Comme vous savez, c'est un cadre très hétérogène. D'une part, concernant le socle hépatique, qui peut être normal, on a des adénomatoses hépatiques sporadiques. D'autre part, on peut avoir un socle hépatique pathologique avec des pathologies prédisposantes, qui sont les glycogénoses, le diabète, notamment MODY 3,
et des anomalies vasculaires du foie, le syndrome de Budd-Chiari, les agénésies portales. Ensuite, concernant les sous-types histologiques, 75% des adénomatoses présentent un seul sous-type d'adénome, essentiellement HNF1 et inflammatoire, mais 15% des adénomatoses sont des adénomatoses mixtes alliant plusieurs sous-types, 2 voire 3 sous-types parfois. Et enfin, hétérogène sur l'évolution, qui peut être variable également. On a des adénomatoses qui vont être stables ou régressées dans 70% des cas. C'est essentiellement les adénomatoses inflammatoires. Et environ un peu moins de 30% des adénomatoses qui vont avoir tendance à progresser, dont les nodules vont avoir tendance à augmenter en taille. Donc, avec tous ces arguments et cette patiente, que proposeriez-vous? Donc, on a une adénomatose progressive, un foie a priori sain, et on n'a pas vraiment de diagnostic sur le sous-type à l'imagerie, mais un des radiologues évoquerait des adénomes inflammatoires plutôt. Alors, comme vous le voyez, c'est même avec des radiologues une relecture. Il y a des lésions qui sont un petit peu polylobées et sans cicatrice centrale, mais polylobées, qui évoquent des HNF, d'autres qui sont également un peu polylobées, mais plus hétérogènes. Bref, on a manifestement des tumeurs hépatocytaires multiples dans ce foie. Il y en avait plus de 10. Il y en a des petites, il y en a des grosses. On est vraiment dans l'adénomatose qui, vous le savez, peut être associée à des HNF en plus. Et donc, sur un foie sain. Alors, comme l'a dit Céline, l'adénomatose, au tout début, c'était vraiment plus de 10 adénomes sur un foie sain. Maintenant, on parle plus d'adénomes multiples avec des cas hétérogènes et on met dedans quand même on dit adénomatose sur glycogénose, sur agénésie portale. Donc, il y a des facteurs favorisants et parfois, il y a des facteurs absolument pas favorisants, ce qui était le cas de cette malade. Donc, j'en viens à Daniel. Qu'est-ce que tu ferais chez cette patiente? Bon, tout à fait d'accord. Là, pour le coup, les 10 adénomes, c'est Fléjou qui avait des tout à fait. 1988 quand même. Hein. C'était assez arbitraire. Donc, effectivement, c'est les adénomes multiples ou adénomatoses. Concernant cette patiente, j'ai pas bien. Le multi-ans a été fait? Absolument. Oui. Il y a des HNF dedans? Il y a probablement des HNF dedans. Sur le multi-ans, en soi, là, on a 2 grosses tumeurs, une de 57 mm, une de 59 mm, il faut les biopsier. Et puis, muté, on peut avoir des adénomes. Il y a un certain nombre d'adénomes mutés bêta-caténine exon 3 ont un phénotype inflammatoire. Et donc, je pense qu'il faut les biopsier. Le problème, c'est que la qualité à tenir sera complexe derrière, mais je pense qu'il faut selon le résultat, mais je pense qu'il faut les biopsier pour avoir pour le coup la proposition, comme d'ailleurs la plupart des... Alors, je vois dans les questions-réponses, beaucoup proposent une biopsie au singulier. Toi, tu proposes de biopsier les 2 plus gros, c'est ça? Elles sont identiques? Elles ont un comportement identique? Non. Si elles n'ont pas un comportement identique, je les biopsierai tous les 2, ainsi que le foie non tumoral. Mais disons que, comme d'habitude, les grosses, ils hésitent encore, ce qui est quand même relativement rare quand c'est gros. Quand c'est petit, il y en a beaucoup de petits. Là, c'est encore pire. Faire la différence à 2-3 cm entre une HNF et un adénome peut être extrêmement difficile. Donc, en fait, on a revu ce dossier et c'est vrai que c'était compliqué de savoir ce qu'il y a. L'autre option, c'est de resséquer les 2 gros nodules. Et je pense qu'on serait passé on serait passé sans doute par une biopsie. C'est d'ailleurs la proposition de beaucoup de gens. Donc, on avance. Donc, on a des HNF entre guillemets qui augmentent en taille. Nous, on évoque plutôt des adénomes, un désir de grossesse, des lésions qui font plus de 5 cm. Donc, ce que nous avons réalisé, c'était une cellio-explo qui a permis de faire, dans un premier temps, une sous-segmentectomie 3 afin de réséquer la lésion du lobe gauche et dans le même temps opératoire, sous écho per-op, on a biopsié d'autres nodules dans son foie. On a biopsié la lésion de 5 cm du foie droit, la lésion du 7, qui avait un aspect hyper échogène en échographie. Et on a biopsié une lésion du 8 qui mesurait environ 2 cm, qui avait un comportement différent à l'échographie.
Juste une remarque. Dans votre choix de la célio et de la sous-segmentectomie 3, votre a priori était qu'à gauche, c'était un adénome, à droite, peut-être une HNF, c'est ça? Absolument. Exactement. Absolument. En fait, après confrontation, c'était ça. Vous avez vu, celle de la fois droit était un peu plus polylobée. Oui, c'est plus Donc, suspect d'HNF. cette jeune femme, on va déjà lui enlever ce qui est probablement un adénome du lobe gauche, qui était simple à faire, et on va faire des biopsies. C'est très logique. Donc, quand et pourquoi faire des biopsies multiples dans une adénomatose? Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est qu'à l'IRM, on va réussir à identifier les adénomes HNF1 et les adénomes inflammatoires, que parmi les adénomes inflammatoires, on ne sait pas lesquels seront mutés bêta-4 ou non, qu'il existe 15% de formes mixtes dans les adénomatoses, et que au total pour nous, hors adénomatose frustre, c'est-à-dire les adénomatoses avec plein de tout petits nodules, ou les adénomatoses sur lesquels on est sûr et certain que tous les nodules sont des adénomes HNF1, il faut réaliser des biopsies multiples. Juste, je peux vous interrompre. Dans le cas de grosses tumeurs du foie, et notamment chez une dame jeune avec des tumeurs qui sont en périphérie, votre rationnel pour traiter en premier lieu, c'est la crainte de la cancérisation. Comment vous prenez en compte le risque hémorragique? J'ai l'impression que vous vous mettez au deuxième plan. Personnellement, j'ai du mal parce que je trouve que le risque de dégénérescence est faible, que tout confondu, c'est de l'ordre de 5%, alors que le risque d'hémorragie est fréquent. Ce sont des tumeurs qui sont proches, une dame jeune qui a en plus envie d'avoir une grossesse. Tout à fait. Je pense que le risque hémorragique à prendre en compte, c'est que ça rentre dans les critères de résection, dans le choix du traitement aussi. Hein. D'accord. Okay. Alors, non, mais tu as tout à fait raison. Hein. Il y a aussi le fait que lorsqu'on a des grosses lésions qui sont superficielles et qui, si elles saignent, feraient des hémopérictoines, et c'est le cas effectivement du lobe gauche, là, la lésion dans le foie droit, on ne savait pas si c'était une HNF ou un adénome, elle était quand même intrahépatique. Donc, effectivement, tu as raison, il n'y a pas du tout que le risque de transformation maligne, le risque d'hémorragie. Et comme l'a dit Daniel, en fait, je reviens là-dessus, le fameux cut-off de 5 cm, il a été réalisé. D'où il vient essentiellement des séries chirurgicales qui ont été reprises rétrospectivement, dont en particulier celle de Beaujon, qui a montré que voilà, il y avait le maximum de gens qui avaient saigné au-delà de 5 cm. On a d'autres séries, notamment américaines, qui montrent que le cut-off, il était plutôt de 7 cm. D'autres 3,5 cm. Bref, je répète, c'est des séries chirurgicales. Dans notre étude à nous, on a essayé, et ce n'est pas facile de savoir une fois que ça a saigné quelle était la taille de l'adénome initial. Donc, on a essayé de voir. On n'a pas trouvé de cut-off. En revanche, effectivement, plus c'est gros, plus ça saigne, et quel que soit le type histologique, hein, quel que soit ce type, il faut rester simple. Donc, les gros adénomes doivent être traités. Ce n'est pas le problème là. Là, le problème était que c'est une adénomatose et ce n'est pas facile d'enlever tous les gros adénomes. Donc, à un moment donné, les biopsies, ça sert à savoir quel sous-type. Et c'est ce sous-type-là qui va permettre d'orienter la décision thérapeutique et la surveillance et le rythme de surveillance. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est vrai que l'hémorragie est plus fréquente que la dégénérescence. Maintenant, quel est le plus grave? On n'a quand même pas l'embolisation artérielle. Il est exceptionnel d'avoir une hémorragie mortelle. Donc, ce qui nous inquiète toujours plus, c'est la transformation maligne. Laurence, tout à fait. Ce que tu viens de dire, bien sûr, d'autant plus que la dame, elle vit, je dirais, probablement en France et que donc elle est assez proche d'un centre qui peut faire les choses. Non, moi, c'est le désir de grossesse, toujours le même, parce que cette dame, si elle se met à saigner au moment d'une grossesse, ça peut être difficile. Et donc, ce dossier est particulièrement intéressant sur la conduite à tenir. Voilà. En plus, j'ai bien compris, il n'y a que 2 lésions qui ont modifié leur taille par rapport aux autres. Ah ben, attention, là, on est en présence, on lit l'anapathe, là. Ouais. D'abord, c'est une activation, je ne sais pas si on peut le dire exon 3 ou pas exon 3. C'est exon 3. Voilà, donc on n'est plus dans le désir de grossesse, là. On est chez une femme qui a plusieurs adénomes de grande taille,
qui sont au moins un a été resséqué, mais il en reste un qui fait 6 cm. Non, oui, il en reste un qui fait quasiment 6 cm. Donc, ce n'était pas une hyperplasie nodulaire focale, c'était un adénome muté bêta-caténine. C'était bien un adénome, comme vous voyez le nœud. Inflammatoire et muté bêta-caténine, comme ça existe effectivement. Et combien il y en a comme ça? Il y a 2 lésions, enfin, il reste dans le foie une lésion de plus de 5 cm. Les autres lésions, elles sont font moins de 2 cm. Ben, il faut l'opérer. Il y a en fait une douzaine de petites lésions infracentimétriques qu'on retrouve assez bien à l'écho, mais en macro-lésions, il n'y en a pas tant que ça, comme souvent d'ailleurs. Pour les lésions résiduelles, il faut l'opérer. Voilà. Donc, on a une adénomatose mutée bêta-caténine avec une lésion postérieure de plus de 5 cm chez une femme jeune. L'IRM décrit toujours une globale stabilité des lésions, parce que toujours le radiologue compare à l'IRM précédente, mais si on prend l'IRM initiale, la lésion a pris 3 cm en 2 ans et demi. Elle mesure maintenant 6 cm. Les autres lésions font moins de 15 mm. Donc, du coup, que faire? J'imagine qu'on avait arrêté les contraceptifs oraux chez cette femme. Oui, on a tout arrêté dès le début. Bien. Ouais, d'accord. Moi, je suis pour l'opérer. C'est une lésion qui grossit hors contraception. La grossesse, elle finira par l'avoir parce qu'elle le fera. Et je pense, et de toute façon, il faudra la surveiller à vie, mais il faut réopérer et traiter cette lésion. Je vois radiofréquence ici pour une lésion qui fait 5 cm. C'est pas... Non, c'est réopérer en associant de la radiofréquence d'autres lésions. En fait, il y a 3 possibilités. Continuer la surveillance, puisque au final, elle en a beaucoup. Réopérer, enlever les gros, traiter ou pas les petits, ou carrément se dire on est devant une adénomatose mutée exon 3, donc avec un risque de dégénérescence un peu sur tous les adénomes si on considère qu'elle a des adénomes mutés dans tout son foie, donc la transplantation. Bien sûr. Moi, je dirais que pour moi, la transplantation d'emblée, sur les lésions que vous avez biopsiées ou resséquées, il n'y avait pas de carcinome hépatocellulaire. Certes, elle est à risque avec la mutation bêta-caténine, en particulier si la lésion est de grande taille. Donc, je pense qu'il est raisonnable à ce stade de lui resséquer la lésion principale pour voir déjà s'il n'y a pas de carcinome dedans, la traiter, prévenir la dégénérescence de celui-là. Dans les radiofréquences, pourquoi pas, ou les nucléations, par exemple, des nodules qu'on voit là sous capsulaire. Et voilà, moi, la transplantation ne me paraît pas indiquée. Donc, c'est exactement ce qu'on a pensé également. Donc, continuer la surveillance, ce n'est pas envisageable parce qu'on a une adénomatose progressive, une mutation bêta-caténine, un risque avéré de cancer et surtout un très gros adénome. Transplanter, c'est peut-être un petit peu trop tôt. Les indications proposées de transplantation hépatique pour adénomatose, ça serait plutôt une dégénérescence prouvée d'un ou plusieurs adénomes, ou au moins 3 critères parmi des adénomes qui se sont compliqués, des adénomes à risque de transformation, un socle hépatique pathologique et un âge jeune. Ça a été proposé dans certaines études. Dans les nôtres. Dans la vôtre. Notre choix s'est porté sur une réintervention car on a affaire à une lésion qui fait plus de 5 cm, une adénomatose multifocale, un socle hépatique sain, une patiente jeune, donc elle a eu des exérèses atypiques des lésions les plus volumineuses. Les suites ont été simples et elle est sortie 4 jours plus tard. Juste une petite question concernant ce choix-là. Je souscris. Le choix opératoire entre radiofréquence et exérèse, hormis la plus grosse de lésions, c'est quoi? C'est d'essayer d'enlever tout ce qui est enlevable pour avoir de l'histologie au prix d'une chirurgie simple sans faire de réaction majeure pour une lésion très profonde, ou c'est radiofréquencer tout ce qui est radiofréquençable? C'est quoi la priorité? Là, les lésions il y avait pas mal de lésions sous-capsulaires, donc c'était plus simple de les enlever en exérèse atypique. Il y aurait eu peut-être plus de radiofréquence si elle avait des lésions centimétriques, 2 cm en intraparenchymateux, un peu plus difficile d'accès. Surtout la localisation des lésions. En fait, la radiofréquence, moi j'entends beaucoup de gens qui veulent essayer de traiter tout, radiofréquencer les petits. Ça ne me paraît pas forcément une bonne idée si en particulier c'est une vraie adénomatose, donc il y a beaucoup de petites lésions.
après faire des résections, faire des radiofréquences et surveiller ce foie avec les cicatrices de résection et de radiofréquence, c'est très compliqué. Donc, moi, je suis très, très peu favorable à la radiofréquence comme ça de multiples lésions. Il faut enlever celles qui sont effectivement volumineuses, c'est-à-dire au-delà de 5 cm, celles qui sont sous-capsulaires, et puis laisser les autres en biopsier. Et l'échographie péropératoire, à ce moment-là, elle est quand même informative parce qu'elles ont tout un peu le même aspect. On biopsie celles qui sont un petit peu différentes et on a une cartographie du foie qu'on va garder en tête et qui servira pour la surveillance. Ok, c'est logique. Merci. Donc, sur la pièce opératoire, on avait effectivement 3 nodules d'adénome inflammatoire activés bêta-caténine avec quelques atypies. Donc, sur la pièce, il y avait le plus gros nodule qui faisait finalement 6 cm et demi. Et ensuite, les autres nodules faisaient, comme je vous ai dit, moins de 2 cm. Il y a une petite HNF de 3 mm qui a été retrouvée. Le foie non tumoral est sain. La NAPAT évoquait potentiellement une glycogénopathie qui n'a pas été retrouvée. À l'heure actuelle, la patiente est surveillée et toutes les lésions sont stables, mesurent moins de 15 mm. Il y en a 5 visibles en IRM. Et elle a eu son bébé? Pas encore. Elle n'a pas eu son bébé encore. Et alors, c'est effectivement, comment dire, c'est très compliqué, hein, la grossesse, accepter une grossesse. Alors, chez quelqu'un, parce que je vois, il y a des questions dans le panel. Est-ce que quand on a réséqué complètement un adénome, on peut leur dire OK pour la grossesse? La réponse est clairement oui. Est-ce que dans des adénomatoses un peu frustres comme ça, c'est-à-dire avec des lésions de petite taille, peu progressive après, je dirais, 2 ans de surveillance, est-ce qu'on peut leur permettre une grossesse? La réponse, à mon avis, elle est oui, sous surveillance, bien évidemment. Je rappelle également que toutes les adénomatoses, c'est surtout la plupart du temps des adénomatoses HNF1 alpha, c'est-à-dire, vous savez, avec les adénomes un peu stéatosiques, ceux-là sont finalement comment dire, c'est pas qu'ils sont pas à risque, mais ils dépendent peu des œstrogènes. Ils ne vont pas grossir sous œstrogènes. C'est surtout les inflammatoires qui vont être sensibles aux œstrogènes. Donc, ce qui est le plus inconfortable, c'est de surveiller une femme qui a des adénomes inflammatoires. Les biopsies permettent de dire si c'est à risque, plutôt de saignement, plutôt de dégénérescence, mais il faut dire que ce n'est pas du 100%. Donc, c'est sûr que si on a des 7-8, des bêta-caténines 7-8, c'est plutôt à saignement, des 3, c'est plutôt à dégénérescence, des Sony Hedgehog, c'est plutôt à saignement aussi, peu à dégénérescence. Bref, ça nous donne une idée, mais ça n'empêche une surveillance par des IRM régulières. Et le problème, c'est qu'il faut aussi que ce soit fait, et ça, c'était un message aussi important, par de bonnes IRM avec des radiologues. Et il faut faire très attention à savoir regarder les IRM et à ne pas lire uniquement les comptes rendus qui vont dire HNF stable et des choses comme ça. Donc, comme on le disait, c'est un vrai casse-tête parfois, ces adénomatoses, mais une fois qu'on les a cartographiées, bien caractérisées sur le plan du sous-type, je dirais que c'est un tout petit peu plus confortable et c'est l'intérêt de cette classification biomoléculaire. Juste une question, Laurence, si je peux. Le fait de faire maigrir les personnes porteurs d'adénomatose, ça a une utilité? Absolument. L'obésité, tu peux peut-être répondre, Céline, l'obésité, c'est un facteur de risque des adénomes. C'est associé à des inflammatoires. Non, l'obésité est un facteur de risque d'adénomatose et premièrement, on a montré des régressions d'adénomes, des diminutions de taille après chirurgie bariatrique, dont certaines ont disparu. Et on a des cas, nous, effectivement, de femmes qui maigrissent et qui voient leurs adénomes diminuer. Tout à fait pour les adénomes, parce que ça avait été publié, mais pour les adénomatoses, plusieurs aussi, c'est pareil. Hein? Aussi, pareil. Pareil, ok.
En fait, vas-y, en fait, l'adénomatose, ce n'est guère plus que plein d'adénomes dans un foie, hein. D'accord, non, mais oui. Voilà, donc vous avez ici les take-home messages. Je te laisse finir. Oui, donc ce qu'on a dit, l'adénomatose, donc historiquement, plus de 10 adénomes sur un socle sain doit être aujourd'hui redéfini. On va parler plutôt du type macroscopique. Est-ce qu'il y a plusieurs gros adénomes? Est-ce que c'est plusieurs petits adénomes qu'on aura du mal à suivre en imagerie? On va parler du sous-type histologique et bien sûr du socle hépatique. L'adénomatose présente les mêmes risques que l'adénome hépatocellulaire unique, donc risque de transformation, risque d'hémorragie. Elle reste la plupart du temps asymptomatique et stable, et la transplantation est rarement indiquée. Exceptionnellement indiquée. Est-ce que un commentaire Encore une question, si je peux me permettre. Les patientes qui ont des adénomatoses qui atteignent la ménopause, vous les surveillez pareil après? Non, à partir du moment où elles sont stables, notamment on surveille un petit peu après la ménopause, si elles sont stables 2 ans après la ménopause, il est recommandé d'espacer et d'arrêter les surveillances progressivement. D'accord. En général, ça régresse. Oui. On a tendance à régresser après la ménopause. Je ne vois pas de questions particulières. Non. Donc, à moins qu'il y ait d'autres questions ou de commentaires de la part de Daniel. Non, non, très bien, très bien. Effectivement, transplantation exceptionnelle. Hein, je crois que j'ai personnellement transplanté une personne. Il faudrait qu'on reprenne un petit peu ce qu'on a fait ici. Et toi, tu dois les avoir, les cas qui ont été faits un petit Oui, peu vous partout. avez dans notre... Moi, je me souviens d'une patiente à moi qu'on a transplantée pour essentiellement des adénomes extrêmement volumineux, mais extrêmement douloureux. Mais en tout cas, certainement, ce cas particulier ne relevait absolument pas de la transplantation, qui doit rester exceptionnelle, ça c'est certain. Alors, on avait repris la série des adénomatoses transplantées en France, hein. Il y en avait quand même très peu, hein. Il y en avait moins de 50. Et effectivement, il y avait beaucoup d'adénomatoses sur glycogénose, justement, Oui, parce que effectivement, c'est très différent. Mais au total, il n'y avait pas plus de dégénérescence, assez curieusement, sur les explants. Là, récemment, c'est vrai que j'ai vu il n'y a pas très longtemps une adénomatose qui a couru sur, je dirais, plusieurs dizaines d'années et qui a fait au moins 3 ou 4 hémorragies et qui a des adénomes toujours progressifs. Et vous avez vu, comme l'a dit Céline, l'adénomatose est en règle générale soit stable, soit régressive. En plus, on est vraiment dans l'exceptionnel. Les adénomatoses progressives, c'est quand même c'est à peine 20-25% des adénomatoses. Et c'est finalement très rare qu'on soit obligé de les transplanter pour des symptômes hémorragiques ou douloureux. Par contre, il ne faut pas rater la dégénérescence parce que quand ça commence à dégénérer, ça dégénère complètement. Et dans la série, il y a eu des adénomatoses dégénérées qui ont été transplantées et qui ont récidivé après la transplantation parce que c'était trop tard et qu'il y avait tous les adénomes qui avaient dégénéré. Donc, il faut vraiment les surveiller avec de bons radiologues parce que on peut voir des signes de dégénérescence sur les IRM. C'est une prise en charge ultra spécialisée. Absolument. Je pense qu'une fois qu'on a une adénomatose, c'est bien de les référer à un centre. Effectivement, c'est pas tellement les chirurgiens ou les transporteurs, c'est surtout avoir un anapathe et un radiologue d'excellente qualité. Ouais, c'est une RCP, hein, c'est tout le monde, hein, les chirurgiens avec, je pense. Parce que, par exemple, tu vois, dans ce cas particulier, le chirurgien a joué un rôle important. Nous avons une RCP spécifique, voilà, régionale. Spécifique de tumeur. Absolument, tumeur bénigne du toutes les foie. tumeurs bénignes doivent passer en RCP. Hein. Ça, c'est un truc qui est absolument important. Ça se réfère d'ailleurs au premier cas où je me suis fait avoir, mais je pense qu'à la fin du compte, on l'a repéré parce que l'image centrale hypervasculaire, c'est pas habituel, ça. Absolument, tu as raison. Ça, c'était une anomalie qui nous aurait conduit sans doute à l'opérer peut-être 3 mois plus tard, mais peu importe. Mais ça,
et ça revient à ce que tu dis, c'est-à-dire que l'imagerie est fondamentale, il faut la regarder, et effectivement lire les comptes rendus sûrement. Enfin, il faut les lire quand même, parce que parfois, ils peuvent nous échapper des. Donc, il faut quand même les lire. Non, Moi, non, tu as raison. Ça arrive en consultation de ne pas les lire et tu vas parfois les regretter, mais il faut lire les comptes rendus et il faut revoir l'imagerie et pas hésiter à la refaire. Tout ça, ça tourne autour de l'imagerie. La RCP tourne autour de l'imagerie. Absolument. Je vois là, je vois qu'il y a une question d'un participant. Un adénome de plus de 5 cm qui reste stable, est-ce qu'on l'opère quand même? Alors, effectivement, aujourd'hui, dans les recommandations de l'EASL, c'est plus de 5 cm, on l'opère. Là, je crois que le type histologique est extrêmement important. Si on a un 5 cm HNF1 alpha qui reste parfaitement stable, en IRM certain, il faut discuter de continuer la surveillance. Maintenant, on est toujours devant des jeunes femmes à gérer. Et comme l'a dit Daniel très justement, à chaque fois, c'est un cas différent. Vous avez des gens qui sont hyper inquiets, il y a des gens qui ne veulent pas se faire opérer, il y a des gens qui vont arrêter la séance. Donc, c'est compliqué à suivre, mais la règle de dire 5 cm, il faut l'opérer tout de suite, je pense qu'elle n'est pas forcément systématique. Simplement, les HNF1 alpha, ils sont stéatosiques, donc on est orienté quand même. Mais c'est très difficile de suivre pendant très longtemps, pendant plusieurs années, des femmes jeunes comme ça, et le risque de devoir revenir avec un cancer derrière est quand même quelque chose qu'on doit garder en tête. Donc, alors, il faudra imaginer celui qui fait juste 5 cm et pas 51 mm ou pas 49, mais je pense que l'adénome qui reste gros chez une femme jeune de 25 ans, il va finir par être opéré. Absolument, mais si elle a 20 ans, 5 cm, il faut l'opérer. Si elle a 49 ans ou 50 ans, voilà, peut-être qu'il faut se donner un petit peu de temps. C'est vraiment très difficile. Comme on l'a dit, parfois, à la ménopause, ça va diminuer. Et puis, ça dépend aussi de l'endroit où est le 5 cm. Hein, si c'est autour de la suze hépatique droite ou entre la droite et la gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend. Tout est une question de risque-bénéfice. Laurence, c'est pas parce que… Pardon. Pardon. Non, juste allez-y, Daniel. Non, je voulais juste dire qu'à l'inverse, ce n'est pas parce que c'est facile qu'il faut les recycler. Oui, mais quand c'est difficile, il faut peut-être réfléchir. Ouais. Voilà. Justement, il y a une question, Laurence, et pour les experts sur le chat. Dans ces adénomes volumineux difficiles à réséquer, par exemple, vers le confluent clavo-suze hépatique, est-ce que ça vous arrive de les emboliser? Un adénome mal placé, gros, qui nécessite une chirurgie extrêmement complexe. Est-ce que vous avez déjà fait des embolisations? C'est amusant ce que tu dis parce qu'on a beaucoup hésité à vous présenter un autre cas où on avait une jeune femme qui avait une thrombasténite de Glanzmann, qui est un problème de plaquettes d'hémorragie, et elle avait un adénome du segment 8 coincé entre la suze hépatique droite et la médiane, et puis elle était un peu obèse en plus. Donc, on n'était vraiment pas bien. Donc, on a fait ça. On s'est dit, on va être génial, on va l'emboliser, et puis ça va disparaître. Donc, elle a été embolisée. Elle a fait un abcès du feu de Dieu qu'il a fallu drainer. Enfin, bref. Et au total, finalement, elle a bien abcédé son truc. Elle a passé un mois avec nous, avec des perfusions de je ne sais plus quoi, d'hexacil ou je ne sais plus quoi. Bref, le fait est qu'elle n'a plus d'adénome. Donc, effectivement, l'embolisation peut être, et on l'a vu dans le premier cas, un traitement sur des adénomes compliqués, difficiles à enlever, hypervascularisés. Mais là aussi, il faut continuer à les suivre et vérifier qu'on a bien embolisé tout. Mais c'est vrai, hein, tu l'as dit, Jean, ça peut disparaître complètement. On l'a vu sur le schéma, il y en a qui disparaissent. Donc, ça peut être un traitement qui, encore une fois, doit être fait après quand même avoir fait une biopsie de l'adénome. Je voudrais juste dire que l'embolisation initiale, c'est une embolisation à visée hémostatique, hein, ce n'est pas une embolisation à visée thérapeutique autre que ça. Voilà. Et l'hémorragie elle-même peut détruire la lésion. Oui. Là, on parle de l'embolisation traitement. J'ai bien compris, tout à l'heure, dans le premier, on le voit bien dans le premier cas. Juste, on a quand même, nous, quelques patientes
qu'on a suivis longtemps et qui n'ont plus rien après une hémorragie. Voilà. Vrai. C'est juste pour dire que méfiance, l'idée qui prévaut quand même, c'est que la chirurgie doit être extrêmement sélective. Et l'indication était excellente dans votre cas, mais la chirurgie doit rester très sélective. Ceci étant, pour dire, oui, il faut réfléchir beaucoup avant d'opérer, etc. Ça, c'est vrai. Il n'en reste pas moins que les lésions qui saignent sont des grosses lésions en général et qu'il est rare qu'elles disparaissent complètement. Ça, c'est possible. Mais on en a quelques cas. On les opérait tous. Et il se trouve qu'au cours des 5 dernières années, là, on en a vu 2 ou 3, enfin pas beaucoup, 2 ou 3. Et finalement, en attendant, on a vu disparaître totalement toute image. Et donc, une cicatrice centimétrique. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne perd pas les adénomes hémorragiques. C'est une complication grave et il faut garder ça. Tout à fait d'accord. Il y a peut-être une dernière question. Si la femme est enceinte et on découvre fortuitement un volumineux adénome, quelles précautions faut-il prendre? C'est une question compliquée, ça, la femme enceinte. Ce d'autant que, peut-être Céline, tu peux répondre. On a des 4 grossesses là qui ne se sont pas très bien passées avec les adénomes. Les adénomes saignent souvent en fin de grossesse et au moment de l'accouchement. Donc, qu'est-ce que tu préconises? Alors, un volumineux adénome, ça veut dire… ça va dépendre, je pense, du trimestre, à quel moment on découvre cet adénome. Discuter avec les radiologues, rapport bénéfice-risque d'une embolisation préventive pendant la grossesse, pendant le début de grossesse peut-être. Après, si on n'a pas le choix, il faut la surveiller de près et être prêt à intervenir si jamais la lésion se met à saigner en péri-accouchement. Effectivement, les lésions elles saignent plutôt sur le 3e trimestre et juste après l'accouchement. Alors, je crois que là, c'est un cas où une embolisation préventive se discute franchement. Après, il faut discuter sur la taille et la localisation de l'adénome, mais on est interpellé parfois par les gynécos qui découvrent ça en fin de grossesse et effectivement, on peut aussi dire que on les opère, je dirais, tout de suite après l'accouchement. Oui, moi, c'est une discussion là qui me gêne un petit peu parce que une embolisation préventive au dernier trimestre, si on peut attendre un petit peu, c'est pas mal, mais lors d'une embolisation, on irradie pas mal la personne quand même. Donc, je pense que c'est quand même assez difficile d'envisager à titre préventif. Je comprends tout à fait que ce soit suivi, que l'accouchement, comme vient de dire Laurent, se soit fait avec une résection immédiatement après, mais en prévention, je trouve que vraiment les cas doivent être très particuliers, hein. L'embolisation, effectivement, c'est une irradiation. Maintenant, l'irradiation, si tu l'as fait pas pendant le premier trimestre, c'est à éviter de fait. Et en 3e trimestre, je pense que c'est un risque que moi, je prendrais largement. Très bien. Il faut les surveiller pendant la grossesse. Hein, et voir parce que les embolisations… S'ils grossissent, je l'embolise, oui. Il faut l'emboliser, c'est ça. S'ils ne bougent pas, il ne faut rien faire. S'ils ne bougent pas, on attend. Mais encore une fois, tout est une question de cas particulier, je suis d'accord. Après, moi, pour l'avoir vécu aussi une fois, une personne dont le diagnostic d'adénome n'avait jamais été fait, c'était une fin de grossesse. Et il faut rappeler aussi à tout le monde que le taux d'alpha-fétoprotéine en fin de grossesse, il est particulièrement élevé aussi. Donc, le doute diagnostic est important. Et là, outre l'embolisation, celui de la biopsie, qui elle aussi n'est pas dénuée de risque, quoi. Alors après, c'est toujours de savoir le projet de grossesse, l'impériosité de la grossesse, de discuter des ITG au début, au milieu, ou de faire naître plus d'enfants. Enfin, bon, c'est particulièrement difficile. Il faut vraiment discuter. Voilà. C'est pour ça qu'on a dit que c'était un casse-tête, ces adénomes. Un vrai casse-tête. Regardez, il y a un papier hollandais, parce que c'est toujours les Hollandais qui font beaucoup de papiers là-dessus. Sur la grossesse chez les femmes quand les adénomes, ça se passe bien. Je ne l'ai pas en tête précisément. C'est la cohorte. C'est très récent. Ouais, c'est la cohorte hollandaise. Des Hollandais, là, où ils ont fait effectivement ce qui est intéressant, parce que nous, on n'a que des séries où ça ne se passe pas bien, mais ils ont montré que la plupart, ça se passe bien. Ouais. Absolument. Ben voilà. Très bien. Très bien. Je crois que Karim a été appelé. Il n'est pas avec nous, Karim. Je ne crois pas. Il me reste à vous remercier. On voit très bien que c'est d'une part un vrai casse-tête, mais on a eu des idées très claires avec ces 2 cas cliniques très parlants. Donc, je me fais
le porte-parole de Karim et toute la CHBT pour remercier l'équipe de Bordeaux et le docteur Julien pour cette présentation très claire. Je remercie nos deux experts, le professeur Cherki et le professeur Aguitsen, pour l'éclairage qu'ils ont donné et la pertinence de leurs remarques. On a atteint les 115 connexions, j'imagine avec des connexions partagées, ce qui doit frôler les 200 personnes. Et puis, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour le prochain Grand Round qui est prévu le 16 juin. Donc, on change totalement de sujet, mais avec toujours le même paradigme de ne pas opérer de façon excessive, mais pas trop tard non plus. Ça sera sur les tumeurs non endocrines. C'est l'équipe du professeur Sébastien Gaujoux qui fera le cas clinique et les experts seront le professeur Sauvanet et de Mestier de Paris. Donc voilà, je vous remercie à tous. Merci Laurence, merci Christophe, toute l'équipe bordelaise, Céline, merci Daniel et Jean. Et au revoir à tous. Au revoir. Merci.